L'envie d'en faire un film est venue, c'est une réponse un peu bizarre que je vais faire, mais au moment où j'ai compris qu'il y avait un film. C'est-à-dire que si ça avait été simplement un docu-fiction ou une illustration d'un fait divers dont vous parlez célèbre, ça m'aurait pas intéressé. Mais après, en cherchant, en allant vers le romanesque grâce à Cédric et à Jacques, et j'ai vu qu'il y avait, voilà, qu'il y avait un film et qu'il y avait une matière fictionnelle. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer. Il y a quand même une sorte de fascination pour les ultra riches. Et c'est un milieu qui est assez peu montré en France. Ce milieu de la grande bourgeoisie industrielle, française, catholique. Et voilà, ces personnages n'étaient pas simplement des archétypes, mais c'était des personnages avec des ambitions, des joies, des chagrins, oui, ambitions, et que ça me permettait de faire un film qui aurait un ton entre la tragédie et la farce. Bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. Alors Thierry, à chaque fois que vous faites un film, c'est toujours très soigné. Moi, je tiens aussi à vous féliciter parce que toute la distribution est homogène. Et vous avez donc encore donné un beau rôle à Isabelle Huppert. Et tous les autres comédiens, il n'y a personne de négligé. Non, est-ce que tout, justement, dans le film a été traité comme ça, d'accessibilité, inaccessibilité? En plus, vous mélangez aussi les classes, parce qu'avec le personnage de Raphaël, on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir un personnage comme ça qui évolue dans ce milieu et qui a un autre regard et tout part de lui. Alors, la part de vérité dans tout ça, est-ce que vous avez pris des libertés? Le personnage de Raphaël, notamment, oui, est très intéressant parce qu'il amène un autre regard sur cette histoire. Il passe de la fascination pour cette famille à l'effroi, et c'est ce qui va le décider à agir, et à agir et à réagir et à agir. Après, ce qui est de la vérité ou pas de la vérité, très vite, nous, on s'en est éloigné. C'est-à-dire que, ce que je disais dès le départ, s'il avait fallu faire juste un docu-fiction, c'était pas intéressant. C'est-à-dire que c'est ce qui se cachait derrière ce qu'on avait raconté, donc ce qu'on pouvait imaginer de l'intimité de ces personnages qui nous a intéressés avec Cédric et Jacques. Et comme il y a à la fois de la fascination, de la répulsion, de l'énervement, de la colère par rapport aux ultra-riches, c'était assez drôle de regarder un peu par le trou de la serrure et d'imaginer ce qui pouvait se passer dans ces familles qui passent complètement sous les radars. C'est-à-dire que ces gens-là, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de leur maison. Il n'y a jamais d'éclat de voix, ils fuient le scandale. Et là, du coup, il y avait comme une sorte de théâtre où effectivement aussi des choses très différentes pouvaient être abordées, c'est-à-dire à la fois la grande histoire qui se cogne à l'histoire de ces personnages à travers le passé collaborationniste ou cette espèce d'antisémitisme ordinaire. Voilà. Et puis il y avait aussi ce rapport de classe qui peut exister à la fois à travers le personnage de Laurent d'une certaine façon, qui va être comme une sorte de détonateur, qui est un personnage qui va faire sauter le vernis, réapparaître de vieux secrets de famille, enfin bon, qui va permettre un peu à chacun de se révéler. Et puis le personnage de Raphaël, qui finalement, là où le rapport de classe sociale c'est celui qui va être broyé à la fin de l'histoire, c'est celui qui va être, puisque son personnage, le personnage de Jérôme, comme il le dit, n'a plus jamais pu travailler dans une maison, dans une grande famille. En ayant des partis pris et en privilégiant d'en premier les personnages, parce que s'il n'y a pas d'histoire, où il n'y a pas de faits divers, s'il n'y a pas de personnages, et si on n'a pas envie de faire évoluer quelque chose sur les personnages, là je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire, évidemment, c'est les rapports entre eux, qui sont quand même complexes, et en même temps tellement complexes que
finalement on peut en dégager des saillies, non pas des caricatures, mais jouer avec justement cette ambivalence. Et puis il y avait un plaisir, je trouve, avec ces personnages de pouvoir écrire comment dirais-je, des dialogues mordants. Enfin, vous voyez une forme de cynisme mélancolique dans le film, comme ce sont des personnages qui se font la guerre, qui sont ironiques, qui sont dans les situations et en même temps qu'ils ont un regard les uns sur les autres, eh bien ça permet de s'amuser un peu à l'écriture, quoi. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement de ne pas faire un menu best-of du fait divers en lui-même. Il y a autant de Madame Bovary qu'il y a de metteurs en scène. C'est un peu l'idée aussi si un autre metteur en scène faisait ce film, il s'en emparait autrement. Donc là, il y avait vraiment un parti pris presque, moi je disais à Thierry, c'est amusant de faire une forme d'opérette avec ces personnages, quoi. Moi, ça m'a beaucoup intéressé d'entrer dans cet univers, c'est-à-dire dans la force romanesque du récit, c'est effectivement d'accompagner les personnages, de les côtoyer, de les comprendre sans les juger. Voilà, dans cette espèce d'amoralité joyeuse ou qui s'assombrit après. Dans leur complexité, bien sûr, dans leur théâtralité, dans leur secret, dans leur intériorité, tout cela. C'était les enjeux de ces personnages, de ce carrefour de personnages, de leur rapport à l'argent, bien sûr. Ils sont malades de l'argent. Ils sont malades de l'argent, certains de façon théâtrale et flamboyante, comme Fantin que joue Laurent Lafitte, d'autres de façon puritaine, comme la fille Frédéric que joue Marina Foïs. Voilà. Et ça tourne autour de cette figure centrale de Reine des Abeilles que joue, à mon avis, magnifiquement Isabelle Huppert. Donc voilà, j'ai été passionné à l'idée de rendre compte de tout ça, et de s'amuser avec les situations et en même temps de les approfondir et de voir en quoi ils étaient aussi le terrain d'un vertige. Quand j'ai lu le scénario, moi je crois que quand on lit un scénario, plus qu'aux faits eux-mêmes, on s'intéresse au ton et aux possibilités que le scénario va pouvoir nous donner dans le ton qu'on va émettre, plus que les événements eux-mêmes. Les événements, évidemment, on les connaissait. Pour les acteurs, je pense que ce qui est intéressant, c'était d'oublier que ça venait de faits réels et au contraire de s'emparer de cette histoire comme d'une pure fiction et de laisser notre imaginaire faire tout le travail. Et tout ce qui a été dit par les scénaristes, par Cédric et par Thierry et par Jacques, le mélange de cynisme, ce ton d'opérette, Thierry tout à fait à propos parlait d'une farce. Alors tout ça, ça nous oriente dans notre manière de jouer plutôt que les événements eux-mêmes qui, si on s'y colle trop, pourraient nous entraîner vers une pente un peu dangereuse du sentimentaliste ou d'une dramatisation qui n'a vraiment pas lieu d'être. Je crois que tout l'intérêt du film, justement, c'est cette forme qu'il garde et cette distance qu'il garde est loin d'un écueil sentimental, finalement. Et nous, c'est ce que les acteurs, on était aidés de cette manière par les dialogues, par le ton du film. Et je crois que c'est tout ça qui nous a intéressés et qui nous a permis de donner au film une très, très grande autonomie par rapport à ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, parce que sait-on de cette histoire. Et du coup, chacun peut lire, peut se raconter sa propre histoire. Voilà. Alors, dans la traduction, j'ai eu le mot autoritarisme. Alors, je pense qu'il y a une forme d'autorité dans mon personnage. Quant à qualifier la relation entre ces deux personnages, elle est très, très dure à qualifier. C'est ce qui en fait la saveur et l'intérêt. Je pense qu'elle a plusieurs aspects. Elle n'est pas toujours équilibrée. Elle n'est pas toujours réciproque au même moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie relation. Le film parle beaucoup de solitude, finalement, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. Moi, mon personnage, il sait, il est très, très, très habile. Ce qui n'empêche pas la sincérité, l'habileté, mais en tout cas, il sait comment réveiller cette femme, comment trouver une place. Ce qu'il fait de cette place, après, moi, j'essaie toujours de manière générale, pour ce rôle-là ou pour les autres, de ne jamais, évidemment, juger les personnages, et de ne pas jouer la vie que j'ai d'eux, mais uniquement les situations qui ont été choisies par le réalisateur et les scénaristes. Et comme on est dans des situations
basés sur des faits qu'on croit connaître, mais qui sont quand même totalement imaginés. Voilà, j'arrive pas à avoir une vue différente de celle-là en fait. Mais c'est sûr qu'il a une autorité, il a quelque chose de puissant, d'intrusif, parfois jusqu'à la vulgarité. Mais il a un seul interlocuteur, en l'occurrence une seule interlocutrice. C'est le personnage d'Isabelle. Donc il fait tout tant que elle, ça lui plaît, ça va. Il fait partie des murs et puis un jour on s'essuie un peu sur lui quand même. Hein. C'est l'arrivée de Fantin dans cette famille crée un déséquilibre qui lui est pas propice parce qu'il y a vraiment très très vite le personnage de Fantin. D'ailleurs Laurent y a pris un grand plaisir à ce besoin d'humilier ce personnage qui pourrait être lui finalement. Je pense qu'ils viennent peut-être des mêmes milieux. En effet, quand tout est chamboulé, c'est lui il est peut-être très comment dire. Un peu conservateur, ce garçon, finalement. Il a besoin de conserver ça, mais il y a un vrai amour pour ses employeurs. Une vraie reconnaissance. Peut-être elle a tellement d'autorité qu'elle n'a plus besoin d'en avoir, surtout, puisqu'elle a cette certitude inimaginable, proprement inimaginable, pour le coup, puisqu'elle est donc, comme elle est définie, la femme la plus riche du monde. Donc, du coup... rien ne peut vraiment le mettre en doute et en échec cette autorité naturelle qu'elle a. Donc elle peut se permettre de ne pas en avoir, elle peut se permettre elle peut se donner le luxe, parce que c'en est un, cette femme qui a tout le luxe qu'on peut rêver, qu'on peut imaginer. Et bien tout d'un coup, elle se donne le luxe justement concrètement d'en avoir moins, mais comme elle le dit elle-même, c'est vraiment pas grand-chose pour elle. Et plus précisément, oui, de se laisser au fond complètement manipuler. Non, c'est pas de la manipulation, parce que c'est aussi quelque chose qui lui profite. Voilà. On est quand même toujours dans les affects sont toujours d'une certaine manière au propre insu des personnages. Comptabilisé d'une certaine manière, mais ça ne lui coûte rien de renoncer à sa puissance ou ce qu'elle croit être sa puissance, puisque c'est pour se faire plaisir. Voilà. On comprend assez vite que sa mère ne lui a jamais donné de place en fait dans cette famille-là, et que je crois savoir que ces femmes qui ont été mal aimées ou pas considérées par leur mère, c'est une quête qui dure la vie entière, et souvent c'est des femmes qui sont complètement bancales. Moi j'en connais quelques-unes, donc il y a quelque chose que émotionnellement je peux comprendre, mais je dois avouer que ce qui m'intéressait beaucoup dans le film, c'est la mécanique en fait. Comment les sentiments circulent ou ne circulent pas. Comment ils sont habiles à prononcer des sommes et malhabiles à prononcer des sentiments ou à dire ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quelque chose qui rebondit sans arrêt. Donc les personnages, pour moi, ils existent vraiment pas tout seuls. Ils existent en miroir les uns des autres. C'est une relation très violente. Elle fera pas l'économie de sa propre violence, à mon sens. C'est aussi pour ça que c'est un personnage qui est intéressant. Tous les personnages sont un peu en miroir de cette relation d'amour un peu passionnelle. Et nous, le couple qu'on fait avec le personnage de Marina, c'est clairement ceux qui souffrent le plus. Voilà, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'ils essayent d'élever leur fils de façon un peu normale. Enfin, ils essayent qu'ils prennent le bus, etc. Et moi, j'ai trouvé très touchant que dans cet univers qui est complètement plein de superlatifs et qui est déconnecté de tout, finalement, il y a des vrais enjeux de désamour, comme dans toutes les familles. Et le personnage de Marina en fait vraiment les frais de ce désamour. C'est très beau. Notre couple, il croit être connecté à une vie normale. Je suis pas sûre qu'il soit tant que ça, parce que on fait ce qu'on peut. 1 000 € d'argent de poche par mois, hein, quand même. Hein. C'est pas toujours facile, les gars. Je veux dire. Il y a une fausse idée qui court, qui est assez tenace sur les ultra riches, c'est que, notamment, on n'est pas très loin de ce milieu-là, de ce qu'on voit dans Succession, White Lotus ou dans les films de Ruben Östlund. Là, on est en
France, donc c'est beaucoup plus raffiné. Ça, c'est qu'en fait, l'argent ne se voit pas. En tout cas, chez les Farrer, Windler et tout ça, l'argent ne se voit pas. Et la fausse idée, c'était par exemple, on me disait toujours, les gens imaginaient que j'avais le budget des Trois Mousquetaires pour faire ce film parce qu'il fallait que l'argent soit. En fait, c'est pas vrai. En fait, il n'y a aucun signe ostentatoire de richesse. C'est-à-dire que oui, certes, ils ont une très belle maison en Grèce, que ce soit en Grèce ou en France. Ils voyagent en jet. C'est pas des gens qui mettent des logos, mais voilà. Ils portent quand même des marques. Oui, bien sûr. Ils sont pas habillés en fait. Non, voilà. Et du coup, le choix, tous les choix artistiques que j'ai pu faire que ce soit avec mon chef opérateur Hicham Alaoui ou Ève Martin, la chef déco, et pour les costumes Jürgen Döring et Laure Wilmer, je savais que ce serait quelque chose presque de subliminal, mais qui donnerait son identité au film. Et ça, c'était important. Ce qui était important, c'était ce qui se voyait sans se remarquer nécessairement, mais qui effectivement, au final, donne une certaine impression. Non, mais c'est vrai que de toute façon, là, il y a tellement d'argent qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'argent que l'argent n'existe plus, en fait. Et c'est plus sujet tellement il y en a, en fait. Et le vrai luxe de l'argent, c'est de se rendre compte qu'il ne règle rien, peut-être. Et le vrai luxe de Marianne, ça va être mon personnage, en fait. Et d'ailleurs, cette question de l'argent, d'une certaine façon, avec Jacques et Cédric, on a essayé de la régler dès la première scène, la scène de la bar mitzvah de Paul, où le personnage de Marianne lui donne pour sa bar mitzvah 1 million d'euros, 1 million de francs. Oui. Donc, ce qui quand même tout de suite mettait quand même la barre. On voyait dans quel monde on pénétrait. Mais c'est aussi que c'est de l'argent, c'est des fortunes qui sont là depuis longtemps. Ils découvrent pas leur richesse, ils n'ont pas besoin de l'éprouver. Elle est intégrée. Et les festivals, oui, c'est des lieux extraordinaires. C'est des lieux, tout d'un coup, surtout peut-être de plus en plus, où on sait bien qu'avec toutes les 1000 manières de voir des films, y compris sur des portables, il y a encore des endroits dans le monde, comme Cannes, qui est celui peut-être le plus représentatif. On célèbre. On comprend un peu ce que ça veut dire cinéphilie. Cinéphilie, ça veut dire l'amour du cinéma. Et on est tous là parce qu'on aime le cinéma. Et puis, contrairement peut-être à ce qu'on dit, le cinéma et puis le théâtre aussi, parce que moi je fais aussi beaucoup de théâtre. On dit oh non, ça peut pas changer le monde. Moi je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois. Et je crois que c'est pourquoi on est tous heureux d'être ici. Vous êtes la femme la plus riche du monde. Ça vous évoque quoi? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe? Pierre-Alain Fantin. Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. On sera à me faire le plein. Ça n'est pas mon travail. Oh, Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, à la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Grâce à vous, c'est comme si je revivais. Ah, les voilà! Elle est là, ma petite chérie. Vous avez toujours été comme ça? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an. Ça vous paraît une somme raisonnable? Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette. Ce matin, elle avait mal au dos. On tourne en rond. Le petit coucher de la reine. Ne te lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit. Pourquoi, à un moment donné, ne pas s'arrêter? Je veux savoir jusqu'où ça peut nous mener. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Mais t'as pas dormi là? Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise.